Sesha Consulting. Quantify and cover your risks. Hello Hamza, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu m'as dit que vous aviez une réassurance non proportionnelle sur votre temporaire d'essai et que la renégociation du traité approchait, j'ai commencé à concevoir un modèle qui l'applique ira avec. L'idée du modèle dans l'immédiat, c'est d'avoir assez rapidement une bonne estimation du fonds propre de votre portefeuille temporaire d'essai. Ensuite, on va intégrer dans le modèle le traité de réassurance, donc un petit peu dans l'application du modèle. Donc on verra en comparant les VAR à 99,5% dans les deux cas, l'économie de fonds propres générée par le traité de réassurance. À partir de ce chiffre et la rentabilité espérée de vos capitaux, vous pouvez donc voir combien vous serez prêt à payer pour ce traité de réassurance. Ensuite, je t'apprends rien si je te dis que le réassureur, il a un effet de mutualisation et de diversification plus intense que REAS, sûrement. Et donc le coût en fonds propres chez lui est beaucoup plus faible que chez vous. Donc on doit forcément trouver un tarif qui soit gagnant pour les deux parties. Donc après, ce que je veux ajouter aussi, c'est que l'idée du modèle, c'est pas de perdre beaucoup de temps à avoir le modèle le plus précis possible, avec le niveau d'aléa le plus faible possible. C'est déjà d'avoir une première base scientifique d'évaluation des besoins en capitaux et de communiquer cette évaluation-là lors de vos négociations. Et donc cette communication de votre modèle, de votre évaluation, ça va obliger le réassureur et éventuellement votre courtier à communiquer sur son modèle et donc d'avoir les chiffres qu'il a déjà en tête. Voilà, et donc rien qu'en faisant ça, je pense qu'on pourra obtenir de bonnes réductions du prix. Donc l'objectif du modèle, hein, on l'a déjà dit, c'est d'intégrer la réassurance dans l'évaluation du besoin en fonds propres. Donc là, surtout dans le cas particulier de traité non proportionnel. Donc là, on va reprendre, enfin, pour construire notre modèle, on va aussi s'inspirer des SPR et des manières de calculer les SPR, des facteurs en fait utilisés dans le cadre de Solvency II. Voilà, donc au passif, on va reprendre les principaux risques pour une temporaire d'essai. Donc au passif, c'est quoi? Ce sera le SPR de mortalité, des scénarios catastrophes, au niveau de l'actif, donc ça va être les risques sur les produits de taux, les risques sur les actions, les risques sur les immobiliers. Donc, au niveau du passif, donc on a un SCR de mortalité au niveau du S2. Donc S2, il prévoit une augmentation de 10% de tous les taux de mortalité à tout horizon de projection pour le SCR de mortalité. Ensuite, on a un SCR catastrophe. Et là, S2 prévoit un facteur de 0,15% pardon, à l'ensemble des capitaux sous risque. Et donc, dans notre cas, les capitaux sous risque, en fait, ce sont les capitaux garantis aux ayants droit en cas de décès de l'assureur. Donc, au niveau de l'actif, soit on va utiliser notre générateur de scénario économique pour prédire l'évolution de la valeur des actifs en face des engagements, ou bien on pourra aussi utiliser votre générateur de scénario économique dans le cas où vous en avez un. Et donc, sur la base de ces risques-là, en fait, on va construire un simulateur de Monte-Carlo. C'est bien connu que en fait, l'approche déterministe de Solvency II ne permet pas d'évaluer les cas de figure où le réassureur interviendrait, surtout dans le cas des traités de réassurance non proportionnels. Et donc, avec l'approche FD, on ne peut pas évaluer en fait combien de fonds propres sera économisé un traité de réassurance non proportionnel. Donc, notre première étape, ça a été de recenser les données.
et de voir en fait dans le temps l'évolution de la mortalité et voir si on peut identifier voilà un aléa sur la mortalité pour faire une évaluation en fait des scénarios catastrophes, leur probabilité de survenance et aussi le degré d'impact qu'ils ont sur la mortalité. Donc là, on a pris l'historique de la mortalité en France sur les 24-65 ans de 1962 à 2016. On observe une tendance en faisant une régression polynomiale. Et donc là, pour identifier nos chocs, on va regarder l'écart autour de cette tendance. Donc on a identifié deux chocs principaux. Donc un en 1969 de plus 5,10% sur la mortalité, sur les taux de mortalité. Et donc ce choc est lié à la grippe de Hong Kong. Ensuite, on a un choc en 2003, qui est lié à la canicule. Et donc sur les 24-65 ans, on a observé une augmentation de la mortalité de plus 2,17%. Donc voilà, la canicule n'a pas seulement touché les personnes âgées en France, on a aussi observé une augmentation des décès au niveau de la population active. Donc pour la dérive de mortalité, S2 définit un paramètre qui consiste à appliquer en fait plus 10% sur les taux de mortalité sur toute horizon. Ce taux il a vocation à couvrir d'éventuels faibles degrés de mutualisation et aussi voilà la spécificité de certains portefeuilles où par exemple on peut avoir des mortalités plus élevées que la moyenne. Donc, nous, notre modèle il consiste en un tirage tête par tête à tout horizon. Ainsi, dans notre manière de faire, l'effet de mutualisation il est évalué. Donc, quand on regarde ce schéma, on modélise de la manière suivante. Donc un vivant à T, on va faire un tirage aléatoire alpha entre 0 et 1. Si alpha est supérieur à la probabilité de décès, alors on dit qu'en T plus 1, notre individu est vivant. Sinon, si alpha est inférieur à la probabilité de décès, en T plus 1, notre individu est décédé. Donc on va faire ça jusqu'au terme du contrat et sur l'ensemble des contrats du portefeuille. Donc après, l'idée aussi, c'est qu'au niveau de l'unité, on a des statistiques intéressantes. Et on a notamment une table de mortalité en fonction du niveau de vie. Donc là, si vous avez l'information des salaires ou au moins de la profession pour qu'on ait une idée, et qu'on puisse placer en fait dans ces différents déciles qui sont identifiés par l'unité, qu'on puisse placer chaque client dans les déciles. Et en fonction de ça, on ajoute le risque de mortalité. Voilà. Donc là, un dernier petit tableau qui montre en fait la dérive à 0,5%, enfin l'effet de mutualisation en fait. Donc si on a une tête, en fait, on a une dérive à 0,5%, qui correspondra à une augmentation de la mortalité de 26,75%. Donc plus le nombre de têtes va augmenter, plus la dérive à 0,5% va être faible comparé au volume. Maintenant, pour la prise en compte de scénarios catastrophiques, c'est un second paramètre dans S2 au niveau du SPR catastrophe en vie. Donc c'est l'application de 0,15% de la somme des capitaux garantis en cas de décès, pardon. Donc en estimant par exemple que la mortalité du portefeuille est de 0,3%, cela représenterait en fait un choc de mortalité de plus 50% la première année, soit en gros 0,15% de plus. Donc nous, pour notre simulateur de Monte Carlo et prendre en compte en fait ce paramètre de S2 plus les données qu'on a vues tout à l'heure sur les deux catastrophes qu'on a identifiées entre 62 et 2016, on va choisir une approche en fait choc fréquent. On va adapter les paramètres de la loi de façon à avoir par exemple une probabilité de 0,5% d'avoir une augmentation de la mortalité de plus de 50% sur 5 ans.
fait, on va prendre une probabilité de 0,1% d'avoir sur un an une augmentation de la mortalité de plus 50%. Voilà. Donc ensuite, on va ajouter à ça une chance sur 54 d'avoir une augmentation de la mortalité de plus 5,2%. Donc là, on prend en compte la grippe de Hong Kong de 1969. Donc ensuite, une probabilité de 1 sur 22 d'avoir une augmentation de la mortalité de plus 2,50%. Pour prendre en compte, en fait, la canicule en Europe de 2003. Et donc la probabilité d'avoir une année catastrophique, ça suit une loi binomiale de fréquence 5%. Donc, la loi sur le choc de notre catastrophe, on va utiliser une loi de Fréchet. C'est les lois qui sont avec des queues de distribution plus grosses et donc utilisées généralement pour modéliser les événements catastrophiques. Et donc on va faire une résolution pour avoir nos paramètres de notre loi de Fréchet. Donc là, on définit alpha, n et s, qui sont les trois paramètres de la loi de Fréchet, à partir aussi de nos hypothèses et de nos observations. Donc, la prise en compte de la probabilité d'avoir une catastrophe comme la grippe de Hong Kong de 69, comme la canicule de 2003, et aussi adapté aux paramètres SD. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas avoir un modèle qui va sous-évaluer les risques de catastrophe, puisque après en négociation, si on a un modèle qui sous-évalue, ça peut en fait décrédibiliser notre évaluation du besoin antitrope, et ils peuvent nous dire que on a minoré en fait l'économie propre. Donc l'idée c'est plutôt d'avoir une approche qui va majorer dans un premier temps cette économie propre pour pouvoir éventuellement dire que voilà, là on est à peu près certain que le tarif est un peu trop élevé et que vous avez la possibilité de faire un effort. Maintenant, voilà comment on va intégrer ça dans notre simulateur de Monte-Carlo. On va faire des tirages par année. Donc après, si l'application est mensuelle, on va diviser par 2 la probabilité de décès pour faire un tirage mois par mois. Donc notre premier tirage, ça va être de savoir si oui ou non il y a une catastrophe sur l'année de projection. Donc là, on va faire un tirage aléatoire gamma entre 0 et 1. Si gamma est inférieur à 5%, alors on a une catastrophe sur l'année. Si il est supérieur, alors pas de catastrophe. Donc, si on a une catastrophe, on fait un nouveau tirage aléatoire de delta entre 0 et 1. Et donc, on va prendre ce delta, en fait, on va appliquer la loi de Fréchet qu'on a déterminée pour modéliser les catastrophes. En fonction de la valeur, donc la probabilité de delta entre 0 et 1 qu'on a, on va déterminer le choc catastrophe correspond. Ouais, donc on va garder en mémoire ce choc catastrophe qu'on va appliquer à à toutes les probabilités de décès qu'on va définir ultérieurement. Donc si gamma est supérieur ou égal à 5%, alors notre choc catastrophe vaut 0%. Donc ensuite, on va avoir une approche tête par tête et par année de projection. Donc pour tout client I en année de projection N variant de 0 à 30, c'est une projection sur 30 ans. Bon, donc la première étape, si on a l'information, c'est de placer le client dans le dossier du niveau dit auquel il appartient. Donc à ce moment-là, on va appliquer un choc sur la mortalité qui est associé au choc qu'on définit grâce à la table de mortalité INSEE en fonction du niveau de vie. Et donc ensuite, on va calculer pour tout client I en année N une probabilité de décès. Cette probabilité de décès, on utilise la table de mortalité. Donc ça va être le LXI plus N moins LXI plus N plus 1. On divise par le LXI. Et à ça, on va appliquer
un choc donc, qui correspond au niveau de vie, donc 1 plus le choc au niveau des fils du client I à l'âge I plus N, on va multiplier aussi par le choc du tirage de l'année. Donc multiplié par 1 plus choc catastrophe de l'année N. Et ensuite, on fait, donc, pour tout client en année N, un tirage aléatoire, donc alpha IN, entre 0 et 1. Donc s'il est vivant en année T, donc, pardon, s'il est vivant en année N, et donc si alpha IN est supérieur ou égal à la probabilité de décès du client I en année N, alors le client est vivant en année N plus 1. En revanche, si alpha IN est inférieur à la probabilité de décès du client I en année N, alors en année N plus 1, ce client est décédé. Donc voilà comment on va construire, enfin, peut-être comment on va intégrer dans notre simulateur de Monte-Carlo les différents éléments qu'on a identifiés au niveau du risque